Bienvenue dans Super Potion, je suis Ludovic Mornan et je suis votre host sur ce podcast dédié au branding et marketing des marques de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis à la tête de Studio Black Sounds, l'agence design et branding qui transforme votre marque de boisson en référence de catégorie. Identité visuelle, packaging, stratégie de marque. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Roginska, fondateur de Distilled News, Bar News et des tout nouveaux French Bar Awards. Fred a réussi un tour de force créé en quelques années l'écosystème média de référence des spiritueux et du bar en France, avec 850 newsletters quotidiennes à ce jour et plus de 5200 professionnels abonnés. Un hub tentaculaire qui lui permet aujourd'hui de lancer ses propres projets comme les French Bar Awards avec une crédibilité et une audience déjà installée. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de Super Potion, j'ai envie qu'on parle de ce modèle qu'on va appeler Media First Agency ou Content First Agency. En tout cas, c'est un terme que j'ai vu popper un peu sur Internet il n'y a pas longtemps. Donc, c'est-à-dire construire d'abord son média pour ensuite développer son business. Donc, pour toi, on va voir que tu l'as fait aussi en parallèle. Tu l'as pas d'abord fait pour ensuite développer ton business. Mais bon, voilà, on va discuter de tout ça ensemble aujourd'hui. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à Super Potion, s'il vous plaît, sur votre plateforme préférée et laissez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Ça me permet de remonter en SEO. Et en plus, ça va être le thème d'aujourd'hui, le SEO, le référencement dans les LLM, etc. C'est important, les citations, les notations, etc. Allez, place à l'épisode. Salut Fred. Salut Ludo. Comment ça va ? Magnifique présentation. Je vais juste corriger un chiffre. On peut même dire 6500 plus abonnés maintenant. Oula, ok. Donc j'ai 1500 à peu près. Ok. Bon, un peu moins. D'accord, 6005. Bravo. Ouais. Félicitations. 6005 en quoi ? En 4 ans, quelque chose comme ça ? Ça va faire 5 ans là en décembre. Ok. Bon, bah voilà, efficace. Donc bon, vous le connaissez déjà, Fred. Si vous le connaissez pas, on va en parler pendant tout ce podcast, donc pas de souci là-dessus. Tu es aussi mon acolyte, ou je suis ton acolyte dans notre autre podcast qui s'appelle The Bottlefield Show, qui se fait un petit peu discret en ce moment. On va faire des épisodes par-ci par-là, mais ce n'est plus un hebdomadaire, un bimensuel ou quoi. C'est vraiment quand on a l'envie et quand il y a des sujets qui s'y rapportent. Donc voilà, donc aujourd'hui, t'es mon invité, t'es chez Super Potion. Peut-être qu'un jour, je serai dans Distillcast, je sais pas. Mais avec grand plaisir. Et puis, il faudra qu'on se voit en physique. Oui, ouais, il faut que je monte sur Paris. Quoi. C'est ça ma règle maintenant. Ou peut-être que je viendrai avec un studio mobile à Lyon. Ah, ça peut être cool aussi. Trêve de bavardage, je pense que les auditeurs ont envie de concret aujourd'hui, de savoir comment tu fais, quelle est la magie, comment tu es le druide des temps modernes, de l'actu des spiritueux. Donc on va commencer par la genèse, si tu veux bien, le fait d'avoir ce média avant tout. Quand tu as lancé Distilled News, est-ce que tu avais déjà en tête les French Bar Awards, ta nouvelle discipline, on va dire, ton nouveau département, ou est-ce que c'est l'audience et la légitimité acquise par le média qui ont rendu ce projet possible ? Non, en toute honnêteté, non, c'était pas du tout, c'était pas dans le pipe. Je pense que j'ai fait graduellement, pas à pas, les choses, et puis après c'est plus par on voit des opportunités, ou alors ça naît de, je sais pas, de frustration. Tu te dis tiens, il y a un truc qui manque là, et si personne d'autre le fait, pourquoi est-ce que je le ferais pas moi ? Mais du coup, dans le cas des French Bar Awards, non, c'était pas du tout planifié. Ça a mûri, on va dire, et cet été, je me suis dit putain, faut lancer un truc comme ça, quoi. Okay. Mais je pense que à force de se nourrir d'actualité, tu vois des choses, tu te dis tiens, il manque peut-être ça, ou ça c'est, je sais pas, ou peut-être j'ai très modestement l'idée que je pourrais faire autrement, pour ne pas dire mieux. Mais voilà, non, c'est comme, tu vois, j'ai démarré avec Distilled News. Après, on a développé Bar News, qui était finalement, qui est né parce que moi, j'ai réalisé notamment que il fallait un truc à part pour parler du bar. Et voilà. Et c'est comme aussi, on a développé le truc, Jigger Daily en anglais. Okay. Ça, c'est venu en fait par marche, quoi. Tu développes un truc, ça marche pas mal, tu te dis tiens, comment on pourrait
être plus efficace ou ou comment on pourrait renforcer l'écosystème. Je pense que on en a déjà parlé il y a quelques années, j'avais toujours l'idée d'écosystème, quoi. Ouais. Mais c'est comment tu l'améliores, cet écosystème, et comment, en fait, tu trouves des ponts entre tous tes trucs. Tu vois, t'as Distil News, bah, tu dis, tiens, le bar, j'ai besoin d'un truc un peu plus focus dessus, donc je ferai le Bar News. Bar News permet d'enrichir Distil News et vice-versa. Et les French Bar Awards, ça répond aussi un peu de la même logique. Tu te dis, bah tiens, on a des médias qui parlent de bar, qui parlent de spiritueux. On se dit qu'il y a peut-être un truc à faire sur les classements de bar. Bah, voilà, ça vient. Ok. Et sur la version internationale, même logique. Tu dis, bah tiens, on parle de bartenders français. Et si on les faisait rayonner à l'international? Si on traduisait en anglais tout ça? Donc du coup, le Jigger, tu dis, pour que les... Alors moi je connais, hein, mais Ouais. pour que les auditeurs comprennent bien, la version internationale s'appelle jiggerdaily.com. Exactement. Ok. Et du coup, c'est une traduction de Bar News, c'est ça? Alors, ça a démarré comme une traduction, oui, des interviews de Bar News, vu qu'on faisait des interviews de bartenders français. Ok. Et quitte à faire ça, je me suis dit, bah tiens, en fait, je peux traduire aussi des trucs de Distil News, ou je peux tout simplement profiter que j'ai ce média international pour aussi récupérer des communiqués de presse internationaux, de l'actualité au niveau monde, pour la publier dessus, et en fait, avoir une source pour Distil News que je gère moi-même. Donc c'est un peu espèce de cercle vertueux où finalement, par moment, Distil News se source chez Jigger Daily parce que Jigger Daily est pertinent pour aller publier des trucs internationaux que on publierait pas forcément nativement dans Distil News. Ok. Ouais, non, c'est plutôt Et bien senti. Et du coup, ça te fait un référencement international. Tu as décidé de scinder les deux sites pour pas qu'il y ait potentiellement de duplicate content pour Google ou. oui, et puis parce que c'est pas dans l'absolu, c'est pas vraiment le même contenu. Et puis je voulais un truc à part qui soit un peu un agrégat des deux autres, mais qui soit en même temps quelque chose de différent qui permette de servir de source à Distil News ou à Bar News, et que ce soit en fait, vraiment les voir comme tous ces médias ont une vie indépendante, et ça vient renforcer l'écosystème. Et puis d'un point de vue aussi purement business, ça fait que potentiellement quand tu as un sponsor qui va faire un message sur Distil News, je peux aussi lui dire, ah mais tiens, on pourrait, si c'est pertinent pour toi, on peut aussi traduire en anglais pour aller toucher une audience internationale, si peut-être dans ton scope, il y a aussi les anglophones, quoi. Ouais, j'avoue que c'est une très bonne idée pour le coup. Mais du coup, c'est massif et c'est une infrastructure éditoriale qui est énorme. 850 newsletters quotidiennes, 195 hebdo. C'est une cadence vraiment quasi industrielle et pour le coup, tu es seul. On dirait Bah, qu'il y a une équipe de 10, 15, 20 personnes derrière ça. Donc déjà, comment tu fais pour gérer ça tout seul? Il faut être quand même sacrément geek. On l'est tous les deux et je pense que c'est une des raisons numéro une du succès et de la constance au final euh, bah, de, bah, de ton travail. sur la partie Distil News, effectivement, je fais l'essentiel par moi-même. Je pense que c'est juste une grosse question d'organisation, de sourcing, vu qu'il y a pléthore de médias à l'international qui parlent de spiritueux, qui parlent de bar. Donc dès lors que tu es capable d'un peu agréger ça de manière organisée et ensuite de faire ta petite curation, en fait tu peux t'en sortir. Je veux dire, avant même qu'on ait ChatGPT et compagnie, les IA, Distil News a été lancé fin 2020. Donc on n'était pas encore dans tous ces outils, et c'était juste une question de savoir où trouver de l'info, d'être capable de simplement de faire de la curation et de la condenser, de la repackager dans un format facile à lire. Donc pour le coup, tu utilisais des outils comme des lecteurs de RSS, c'est ça? Tu prenais le flux RSS des articles et tu les... c'est toujours le cas, hein. La base, c'est flux RSS.
Et après, faire pas mal de veille active sur LinkedIn, sur Instagram pour voir ce qui pop dans mon feed, quoi. Et après, d'être capable de noter tout ça, de le reprendre chaque jour et de le packager dans un format newsletter. Mais le flux RSS, ça reste la base et je suis d'ailleurs très frustré qu'on ne puisse pas avoir de flux RSS sur des flux Instagram ou quoi. Enfin, on peut par des manières détournées avec des outils très spécialisés, mais si c'était natif, ça serait vraiment le bonheur, ça. Ouais, ils bloquent un peu leur contenu pour qu'on reste sur leur plateforme. Oui, voilà. Ouais. Ils veulent pas que tu le consommes ailleurs que sur leur plateforme, tu vois. C'est ce qui a tout à fait sens d'un point de vue publicitaire. Ok. Donc du coup, quand tu as créé ça, Distill News, au départ, en 2021, tu te dis, je vais créer de l'actu. Pour toi, c'était un vrai projet, un vrai travail. Tu pensais déjà à ta rémunération. Est-ce que tu t'es dit, c'est un side project en attendant de voir comment ça prend? Enfin, c'était quoi ton mindset? Parce qu'à l'époque, et surtout dans cette niche des spiritueux, c'est quand même très nouveau. Le fait de faire de l'affiliation, du sponsoring, d'avoir une newsletter. Tu t'es vraiment calqué sur tout ce qui se fait chez les anglophones. Mais les Français n'étaient pas forcément friands d'abonnements, de newsletters et encore moins des quotidiennes. Oui, clairement, dès le départ, c'était l'ambition. Moi, dès le départ, c'était à temps plein. Mon idée, c'était, moi, je suivais notamment des newsletters américaines type The Hustle, Morning Brew, qui sont des quotidiennes avec un sponsor quotidien, qui sont des grosses machines avec des millions de lecteurs tous les jours. Et je trouvais le format très intéressant, surtout dans un contexte où tu as peut-être de la fatigue du social media, quoi, où tu en as marre d'être constamment, il y a plein de bruit, et toi, tu veux que le signal, quoi, dans tout ça. Tu veux pas la photo de la pizza d'un tel, tu vois. Rien à foutre, tu veux des choses un peu plus utiles, surtout professionnellement. Ce qu'il y avait sur Twitter à la base, hein, quand on s'abonnait, et puis même toujours, mais je veux dire, quand tu t'abonnais à des flux Twitter, moi à l'époque, quand je l'utilisais encore, j'avais les actus que je voulais vraiment voir, quoi. Et c'était mon feed d'actu pour le coup. Ah, voilà. Donc, j'aimais beaucoup ce format newsletter. Je trouvais que c'était très malin par rapport, donc, ce que je dis, à ce côté fatigue, ce côté les algorithmes, où tu vois, et que tu veux juste du signal, tu veux pas de bruit. J'avais ces modèles avec Morning Brew, The Hustle et d'autres. Et je me suis dit, tiens, moi, typiquement, quand j'étais producteur avant ou quand j'étais en agence de com il y a 15 ans de cela, la veille, c'était un peu le truc que tu mets au second plan parce que c'est très chronophage. Et je me suis dit, tiens, avec tout ça, je vais créer un média qui rend ce truc chronophage très, très accessible et rapide à lire pour les gens qui s'abonnent. Et on va en faire un business, quoi, parce que je suis convaincu qu'il y a moyen d'attirer des marques qui veulent de la visibilité. Et si on rend un service qui est sympa, que les gens consomment, on peut plus facilement attirer des annonceurs qui veulent justement capter cette audience qui, en plus, dans mon cas, qui est très très spécifique, quoi. Donc, ok. Donc du coup, tu avais au départ, il y avait cette idée. Il y avait pas la quotidienne à la base. Ouais, c'était que l'hebdo. T'as attiré les gens avec du gratuit. Forcément, ce que j'allais te dire, c'est t'as commencé avec du gratuit. À partir de quand on se dit qu'on va commencer à faire un genre de SaaS ou du pricing annuel, mensuel? À partir de combien de visites ou combien d'articles dans son kit média on peut paraître légitime envers les marques et les annonceurs? Pas facile à dire, je t'avoue, je n'avais pas forcément intellectualisé à la base ça, mais peut-être juste se dire, c'était peut-être le premier millier d'abonnés où tu te dis, ok, il y a un truc, ça intéresse des gens, et peut-être que ce chiffre de 1000, psychologiquement, a un intérêt, voilà, par rapport à, si on se calque sur je sais pas, le lectorat de certains hebdomadaires ou mensuels,
tu te dis, bah, t'as un truc très niché avec 1000 abonnés, c'est plutôt cool, ça peut intéresser des gens. Donc ça, c'est pour la partie où on se dit, ok, si je vais voir des sponsors, je me sens pas idiot, tu vois. Bah là, elle voulait pas sponsoriser mon truc avec 40 lecteurs. Bon, là, tu serais un peu gêné, tu vois, pour pricer le truc, ou alors ce serait pour le vendre 4 €, tu vois. Et encore, tu te dis, bah, dans ces lecteurs-là, peut-être que le mec, grâce à ça, va faire une vente à quelques millions suivant son business. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu intangible, c'est compliqué. Oui, mais humainement, psychologiquement, tu auras du mal à convaincre, tu vois. Et puis tes chances sont moindres, on va dire. Tu as forcément plus de chances, plus le chiffre est gros, plus dans le lot, il y a peut-être des clients potentiels qui intéressent tes annonceurs. Et après, sur le format purement sur abonnement quotidien, là, c'est venu de manière très pratique, très pragmatique, où en fait, je passais beaucoup de temps à faire mes newsletters hebdomadaires. Tu vois, ça me prenait bien 2 jours, tu vois, à les préparer. Ok. Et en fait, à les préparer, en fait, j'étais obligé de faire des arbitrages en permanence sur tiens, est-ce que je garde cette actu, est-ce que je la garde pas, ah oui, mais j'en ai 50 autres, enfin, comment je fais? Et en fait, mais vu que je consommais tout cette info, je me suis dit, mais en fait, pour avoir moins ce problème d'arbitrage, je vais faire un format quotidien, ce qui fait que je vais pouvoir être un peu plus exhaustif. Je serai jamais exhaustif, hein, mais je vais pouvoir en mettre plus. Et maintenant que j'ai ce format quotidien, on peut légitimement se dire, bah, on peut le vendre sur abonnement, tu vois. Ça, c'est plus tangible peut-être de payer un abonnement pour dire tu as un truc où il y a un mec qui tous les jours te sort le meilleur entre guillemets de la journée, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, les gens sont venus. Comment les gens sont venus? Parce que imaginons on referait ça de zéro en 2025, 2026. Comment tu vas les choper, les gens? C'était du mass market, du LinkedIn. T'espères que tu popes sur Google comme par magie. T'as fait un podcast aussi. Est-ce que le Distillcast a commencé avant aussi Distill News ou en même temps? J'ai fait les premiers Distillcast au même moment que j'ai démarré la newsletter. Mais de manière un peu des petites pastilles. Tiens, il y avait une actu, hop, je prends le micro pendant 5 minutes et je parle de juste cette actu. Et mes premiers Distillcast, c'était comme ça, pour me faire la main. Il y avait probablement personne qui écoutait. Je m'en souciais pas, c'était plus un challenge personnel. Ce qui est très bien d'ailleurs, ce que je conseille à tout le monde, de ne pas regarder les vues au début. Voilà, de faire un podcast juste d'un point de vue purement développement personnel, tu vois, de dire je suis plus à l'aise devant un micro, enfin tu vois, c'est juste ça, c'est une bonne motivation, tu vois. Je perds le fil, c'était quoi la question? Non, la question c'est, tu avais commencé ça en même temps. Ah oui. En fait, je pense que c'est là que ça devient intéressant, et c'est peut-être ton point global sur ce podcast, c'est que finalement, au moment où je lance la quotidienne, j'ai déjà bâti un premier niveau avec mon hebdomadaire qui a peut-être, à ce moment-là, je ne saurais pas te dire les chiffres qu'il y avait, mais imaginons qu'il y avait les 1000 premiers abonnés, ce qui fait que quand je lance ma quotidienne, je peux annoncer à ces 1000 abonnés gratuits, ah tiens, si vous en voulez plus ou si vous voulez un truc plus exhaustif, je propose maintenant une quotidienne sur abonnement, et puis ça permet aussi de soutenir ce travail qui est fait de manière hebdomadaire gratuitement. Donc déjà, tu pars pas from scratch parce que tu as déjà un peu d'audience qui potentiellement va peut-être s'intéresser à ta quotidienne. Et puis après, je fais ma quotidienne. Moi, en fait, je pense là où ça a été ma plus grande force, c'est que finalement, en toute honnêteté, au début, c'est très dur d'avoir des abonnés. Même aujourd'hui, hein, c'est dur de choper des nouveaux abonnés. Mais bon, t'en chopes 1, 2, 3. Et en fait, d'un point de vue mindset, c'était de me dire, en fait, le travail que je fais dans mes quotidiennes me soulage pour faire mon hebdo. Donc, je travaille pas pour rien, tu vois. Donc, quand bien même, au début, je fais une quotidienne et qu'il n'y a que 10 personnes qui la lisent, en fait, c'est pas bien grave parce qu'en fait,
à la fin de la semaine, quand je fais mon hebdo, j'ai déjà pré-mâché l'essentiel du travail. Donc en fait, c'est comment tu es dans des logiques, comment j'optimise mon input pour avoir un output plus grand ou plus diversifié ou recycler des choses que j'ai déjà fait. Et par exemple, quand j'ai fait les podcasts au début, c'était aussi de se dire tiens, j'ai fait des news, pourquoi je les réciterais pas par audio, quoi. Ouais. Ce qui était une très bonne idée pour un peu ranker dans Spotify, parce que les recherches, elles sont pas que sur Google non plus. Donc là, tu optimises aussi ton référencement cross-platform. Et d'ailleurs, je l'ai oublié déjà, mais pendant un moment, je pense que vers les Disty News 50, 60 et tout, je lisais ma newsletter en podcast. Bon, en toute honnêteté, ça passionnait pas grand monde. Il y avait quand même des visites sur tes vidéos, je me souviens. Ouais, je t'avoue, je sais pas, mais c'était pas... En fait, tu voyais la différence versus quand on a un podcast tous les deux, où on échange, il y a un dialogue. C'est pas la même dynamique, c'est beaucoup plus sympa pour les gens qui écoutent. Et finalement, en fait, quand tu fais de l'actu en plus sur une niche comme ça, faut quand même, ton audience n'est pas massive déjà de base potentielle. Alors déjà attirer des gens, c'est in fine, c'est quand même, tu passes un peu de temps pour finalement, je sais pas, 50, 100 lectures, ce qui peut effectivement avoir beaucoup de valeur, mais à un moment, tu fais d'autres arbitrages, tu te dis tiens, je vais peut-être développer plus un format avec un invité. Et d'ailleurs, j'ai fait ça aussi à un moment. Je faisais ma newsletter, mais avec un invité qui pouvait commenter l'actualité avec moi. Et ça, j'ai dû faire une dizaine d'épisodes comme ça. C'était sympa, mais c'était aussi une autre logistique et tout pour avoir les invités. Test, ouais, non, ça c'est sûr. Et puis avoir des gens de l'industrie, mais qui acceptent aussi de parler de marques ou de choses qui ne sont pas de leur propre truc, tu vois. Là où tu as peut-être plus de facilité quand tu invites quelqu'un pour parler de lui, en fait. Ouais, mais c'est totalement dans l'air du temps, faire de toute façon du marketing qui n'est pas auto-centré pour ensuite vendre du personal branding qui va t'emmener sur la page de ta marque, qui va faire en sorte qu'on va t'acheter. Enfin, c'est toute une logique tentaculaire, encore une fois, de l'époque dans laquelle on vit. Donc ouais, c'est vrai que c'était intéressant et moi, je trouvais que ton parti pris, il était cool. Et au final, là, on parlait de sponsoring, d'abonnement. C'était, pour le coup, tes première et seule source de revenus, ou est-ce que tu avais déjà envisagé des prestations à côté, du consulting ou je sais pas, d'autres prestats? Oui, mon focus c'était vraiment ça. Je t'avoue, moi, je viens de la com à la base, j'ai été consultant et tout. C'est pas forcément quelque chose vers lequel je souhaite revenir plus que ça. Donc moi, je me suis vraiment focus sur créer mon contenu avec l'idée de, finalement, sur la quotidienne, notamment si tu arrives à scaler le truc, je veux dire, à un moment, que j'ai 100 abonnés ou 1 million, le travail fourni est le même. Donc plutôt me concentrer là-dessus. Ok. Et après, un peu de consulting sur des opportunités, tu vois, sur des demandes ponctuelles, mais jamais c'est pas un truc que je pousse, quoi. Donc on vient me voir, tu vois, par exemple, des fois on me demande où j'ai déjà développé on m'a demandé de créer pour une marque ou pour un groupe un système comme je fais moi aujourd'hui d'actualité, mais plus pour un usage en interne ou pour un usage de plus de marque ou quoi. Ça m'arrive, tu vois, je vends en gros mon système et aussi de la création de contenu. D'ailleurs, il faut le noter quand même, mais je ne suis pas tout à fait seul, à vrai dire, vu que typiquement sur Bar News ou quoi, par exemple, il y a Thibaut Neumann qui écrit des articles, il y a Laurent Cuvier qui écrit des articles. Quand j'ai tenté, c'est un peu en sommeil, mais Beer News. Oui, c'est vrai, il y a Beer News aussi. Il y a Dorothée qui a écrit des articles, toi-même, tu en as écrit un peu.
Il y a Thomas Birgame qui a écrit quelques articles aussi. Enfin, donc tu vois, il y a aussi ça. Donc le site, il est là. Des fois, je relais des communiqués de presse, mais c'est clairement pas ma priorité, Beer News. Et d'ailleurs, entre les Bar News, Beer News, French Award et Disty News, tu fais des liens. Est-ce que tu travailles ton maillage externe aussi entre les sites, ou c'est un peu trop geek SEO pour toi? C'est pas un truc que je travaille plus que ça, mais juste j'y pense. Un truc que je fais fréquemment, c'est quand je fais de l'actualité quotidienne ou les hebdos, souvent ça me rappelle une actu précédente ou ça rebondit sur une actu précédente que j'avais relayée. Donc dans ces cas-là, par exemple, j'ai le réflexe de linker la source précédente. Si je me réfère à un communiqué de presse que j'ai relayé sur Bar News, sur Disty News ou quoi, bah, tant qu'à faire, je le source comme ça. Jigger Daily me sert à ça aussi, vu que je récupère directement les communiqués de presse internationaux que je publie sur Jigger Daily, et ensuite, bah, soit dans Disty News, je vais pouvoir sourcer Jigger Daily directement. Donc il y a un travail comme ça. Et après, quand on fait les traductions ou quand on fait les interviews, notamment pour Bar News de bartender, souvent, je sais pas, la personne cite un bar dont on a déjà fait une interview, ou une personne dont on a déjà fait une interview, ou un produit dont on a peut-être publié une actu un jour. Bah, dès que je peux, j'ai le réflexe de mettre le lien et de faire un peu ce maillage entre les différents sites. Mais après, c'est pas... Et tu mets pas des call to action entre tes articles, comme le font Le Monde, Les Échos, tout ça, le fait de... Vous pouvez lire aussi en plein milieu d'un paragraphe, histoire d'inciter à lire plus de choses et à rester aussi sur ton média? Non, là, je t'avoue, c'est très intelligent, mais je sais pas. Faut que je me le note, tiens. Ah, parce que j'ai vu ça, bah ouais, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Je lisais un article, je crois que c'était sur Le Monde. Et ouais, je scroll, et puis je commence à voir, vous pouvez aussi lire ça ou ça. Et j'avoue que j'avais envie de quitter l'article que j'étais en train de lire, qui était très intéressant, pour aller sur celui qui m'était proposé. Donc ça donnait envie. Moi, dans beaucoup de médias que je source pour faire mes actus, je vois qu'effectivement, ils mettent ah tiens, plus d'infos sur le même sujet, ou des trucs un peu connexes, ou souvent tu as des médias où le dernier paragraphe de leur news, c'est pour dire ah, et telle marque, elle a aussi fait ça il y a 3 mois, tu vois. Comme ça, ils linkent un truc, une actu précédente. Mais bon, sur toutes les actus, sur tes plus de 5000 pages que tu as, enfin, ouais, c'est un travail titanesque aussi d'arriver. Mais si tu y arrives bien, voilà, ça peut apporter gros aussi. Bah, peut-être si je n'étais pas seul, peut-être je me pencherais plus là-dessus. Mais effectivement, c'est pas forcément mon truc prioritaire, mais peut-être à tort, peut-être ça, ou ne serait-ce, tu sais, que de mettre techniquement, je peux très facilement mettre des formulaires au milieu des articles et tout, pour que quelqu'un qui vient de Google, bah, peut-être il s'abonne à ce moment-là, sans avoir à aller sur la homepage ou quoi. J'ai pas ce réflexe. Et après, je pense que par nature, la manière dont j'ai créé Disty News et compagnie, c'est j'aime bien le côté, il n'y a pas d'interruption, tu vois, il n'y a pas de bannière sur mes sites. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'interruption. Enfin, il y a un paywall, c'est soit tu payes pas, quand même, sur la daily en tout cas. Oui, sur les daily, ouais. Mais je veux dire, sur tout le reste, tu lis ton contenu, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas une bannière ou quoi. Enfin, tu vois, ou à part une bannière native qu'il y a dans mes quotidiennes ou quoi. Enfin, dans mes hebdos. Mais voilà, c'est très épuré. Tu vois, il n'y a même pas de cookies ou quoi parce que j'ai pas Google Analytics et compagnie. T'as Plausible. J'ai Plausible, ouais, mais t'as pas de logique de cookies. Oui, t'as pas de traceur dessus. Où tu dois mettre une bannière, machin. Enfin, tu vois, ce genre de trucs qui, en fait, moi, me font détester Internet.
Et ben je le fais pas. Voilà. Et côté plus technique et analyse, on parlait de Plausible. Est-ce que tu as constaté, en gros, d'où venaient la plupart de tes lectures? Les internautes, ils viennent d'où au final? Des réseaux sociaux, de Google, d'autre part? Alors, c'est bien parce que j'ai regardé un peu avant, avant l'épisode, ça. Globalement, tu dois avoir entre 80 et 90%, c'est du search. Ok. C'est soit du search, soit des gens qui viennent en direct, donc qui probablement ont Distill News de bookmarké, et juste ils checkent Distill News pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ou se rappelle du nom parce qu'il est facile à s'en souvenir. Exactement. Ouais. Et ça va représenter donc entre 80 et 90%. Ensuite, le social media, ça doit représenter à peu près 10%. On inclut LinkedIn dedans? Ouais. Okay. LinkedIn, Facebook, il y a des partages sur Facebook, et Instagram. Instagram, c'est très alambiqué mais bon, il y a le link in bio qui vous renvoie vers la news en question. Ok. Ça représente à peu près 10%, et vu que ça t'intéresse, je le sais, j'ai mesuré à peu près 1% le trafic qui pourrait venir des chatbots. Donc Perplexity, voilà. OpenAI, ChatGPT. C'est ChatGPT, je pense, qui est en tête, clairement. Ok. Mais bon, c'est en tête de 1%. Donc, Ce qui est drôle, et ce que j'avais lu sur un article de blog de Plausible, donc qui est l'outil un peu Google Analytics éthique qu'on utilise, Fred et moi. On avait fait un podcast d'ailleurs là-dessus sur The Bottlefield Show. J'ai lu dans un article de blog qu'ils avaient posté que on parle du référencement dans la LLM, mais effectivement que même pour eux, ça représentait que 1 ou 3% des recherches. Donc en gros, concrètement, c'est bien d'y penser parce que c'est le futur, mais si c'est bien de ne pas forcément dépenser tout son argent en GEO, donc Generative Engine Optimization, donc le SEO, mais pour les IA génératives. C'est bien de ne pas dépenser trop d'argent tout de suite parce que déjà on ne sait pas comment elles vont évoluer, et au final ça ne rapporte pas des ventes concrètes ou des actions concrètes de vente par rapport au référencement naturel normal. Donc oui, ce que tu dis, ça fait sens. Moi je l'ai un peu ressenti aussi. Il y a beaucoup moins de visites via les LLM quand même. Mais après, je pense aussi une manière dont tu frames le truc, c'est que en fait, pour moi, tu vas pas dépenser de l'argent pour faire du GEO, comme tu dis, c'est ça? Ouais. Mais tu vas faire de l'argent pour créer du contenu. Donc tu crées du contenu, et puis après, que ce soit Google ou ChatGPT qui le référence, à la limite, c'est pas forcément ton souci premier. Toi, tu crées du contenu qui soit accessible, peu importe à qui. Donc je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Et puis c'est juste en créant du contenu, à un moment, t'es trouvable, quoi. Après, effectivement, on peut tout optimiser pour que ce soit... Il y a de la grosse technique derrière. En tout cas, spoiler alert, il faut faire beaucoup de citations et rendre les contenus snackables quand même pour les IA. Elles aiment bien les FAQ, tout ça. Mais bon, ok. Et après, c'est question d'objectif. Je sais pas, on va y revenir, j'imagine, à ça après ou pas, sur le côté chatbot et tout. Ouais. Ah ouais, on va y revenir. Donc Et du coup, ma première question, c'était ça sur les analyses. Et la seconde, c'était sur ta stack. Donc, en gros, les logiciels que tu utilises ou les softwares que tu utilises. Notamment, moi, aujourd'hui, si je voulais faire une newsletter plus évoluée que celle que j'ai pour Super Potion, qui me sert juste à relayer, en gros, mes nouveaux épisodes, je sais pas, je penserais directement à peut-être Substack, parce que ça a l'air... facile, pratique, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de limites, et vu que je suis un peu contrôle fric, je sais que je pourrais pas faire ce que je veux et que ça me saoulera au bout d'un moment. Au final, toi, tu as choisi Ghost. Est-ce que c'est un no-brainer pour toi d'avoir choisi cet outil par rapport à WordPress, par rapport à d'autres Oui. Pour le cheminement, j'ai commencce avec un outil qui s'appelle SendFox, qui est simplement un deal. C'est AppSumo qui fait ça. C'est son outil de mailing où j'avais payé $49 à l'époque, et je pouvais envoyer... Enfin ouais, il n'y avait pas d'emmerde avec des abonnements mensuels, quoi. Et j'ai fait pendant, je pense, probablement
1 an et demi, 2 ans, juste avec ça pour développer Disty News. Ensuite, j'ai voulu effectivement tester avec notamment la monétisation et tout, et j'avais switché sur Patreon. Ouais. On n'entend plus trop parler, mais... Ouais. Patreon qui du coup pouvait me permettre de mettre un paywall ou d'avoir du contenu contre des dons, tu vois, ou des tiers payants. J'ai fait ça, mais c'était très limité aussi. Typiquement, tu pouvais même pas customiser le sujet de tes emails, tu vois, un genre de conneries comme ça. Ouais. Ok. Et puis bon, ça passait par Patreon. Après, j'ai testé Substack, qui était beaucoup mieux, mais bon, 10% de commission sur tes abonnements. Okay. Et puis il y avait un côté que tous les Substacks, ils se ressemblent en fait. Enfin, c'est tous des clones, il y a juste le contenu qui change, mais bon, c'était... Et j'ai découvert Ghost, qui est... Pour le coup, je suis amoureux de cette plateforme, qui est open source comme l'est un WordPress, tu contrôles tout. Ghost, tu peux soit payer pour l'héberger chez eux, comme tu ferais sur un WordPress, c'est quoi, c'est le .org ou le .com, je ne sais plus. Ouais. Soit tu peux l'auto-héberger toi-même si tu es un peu plus geek et tout. Donc j'ai démarré avec le truc payant de Ghost et ça marchait nickel. Tu peux customiser, c'est super fluide, c'est super simple, c'est open source. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce truc, surtout que ça remplissait mes deux objectifs, tu vois. C'est que ça publiait un site et ça faisait de la newsletter en même temps. Et il y avait la possibilité de faire des paiements et tout. Et Ghost ne prend pas de commission là-dessus. Et encore moins quand tu le mets en VPS, enfin sur ton propre serveur aussi. Et voilà. Et après, j'ai atteint un niveau sur Ghost où ça commençait à devenir très cher. Et là, j'ai commencé à geeker, à switcher vraiment en auto-hébergé, à être no limit, et surtout en développement, tu vois, Bar News, Beer News, Jigger Daily et compagnie. À un moment, t'es pas capable de payer 50 balles par site par mois. Enfin, tu vois, ça devient gérable, alors que tu peux tout gérer depuis un VPS. Et bon, après, il faut geeker, quoi. Mais c'est là où, en ayant un peu cette âme de geek, de codeur ou de vibe codeur, au final, c'est là qu'on tire son épingle du jeu. C'est que peu de gens le sont ou le font, en tout cas dans notre niche à nous. Et le fait d'être un geek, d'aller vraiment bidouiller des choses, tester des scripts, s'intéresser un peu au code, au développement, etc., et ben, t'arrives à faire des économies d'échelle, à sortir des clones de sites tout en changeant le contenu, à faire des traductions. Enfin, on en a fait plein des podcasts qui parlent de ça. Ouais. Et c'est ce côté geek, je pense, qui manque cruellement à plein d'entrepreneurs qui se lancent solo et qui voudraient avoir la même constance que toi, quoi. Bah, je pense, oui, il y a un truc dans la nature même, ne serait-ce que de te faire un média de curation, où on parle au début, bah, tu as un côté un peu organisation, à bien gérer tous ces flux de données, comment les organiser, puis du coup, tu vas te poser, comment je pourrais faire ça plus efficacement, tu vois, c'est un peu mon leitmotiv. C'est ton obsession, toi. Comment je peux être plus efficace, au lieu d'y passer 3 heures, comment je peux réussir à n'y passer que 2 heures, ou 1 heure, ou 10 minutes, et d'être en permanence là-dedans, et ça en fait partie, quoi, à un moment. Et puis, je pense qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais moi, j'ai toujours eu l'idée aussi de ne serait-ce qu'à la base, faire une newsletter, c'est avec l'idée de j'ai une audience, et cette audience, personne ne peut me la retirer parce que j'ai les emails des gens, et que ce soit, tu vois, je switch de SendFox à Substack, à Patreon, à Ghost. En fait, je peux me balader avec mon audience partout, versus je développe mon compte Instagram, il marche très bien, sauf qu'en fait, demain, Instagram, il me ferme mon compte, et bah, ciao, quoi. Et donc, cette liberté, ce contrôle que tu veux avoir, bah, ça se traduit aussi par les plateformes que tu utilises. Et voilà. Et tu parles d'email, t'as jamais pensé à récupérer les numéros de téléphone pour lancer des dailies sur WhatsApp, par exemple? Ou est-ce que tu trouves ça un poil trop intrusif? J'ai déjà pensé, ouais. Mais j'ai jamais concrétisé. Ok. Et je
pense à un moment, il y a aussi des trucs que tu lances parce que tu sens que c'est un vrai besoin ou que ça fait avancer le truc. Et puis il y a d'autres, tu te dis c'est peut-être un peu gadget. Et puis j'ai vu, ouais, je recheck, mais il me semble que Spirit Business, par exemple, qui est un gros média anglo-saxon, il me semble qu'ils ont lancé un canal sur WhatsApp, mais par rapport à leur audience qui est énorme, il me semble que leur WhatsApp, c'est peanuts, quoi. Je vais essayer de voir en live, tiens. Ok. Et en fait, quand tu vois qu'un truc énorme, attends, tiens, c'est quoi? Je suis abonné à Drink Business. Drink Business qui a, je sais pas si on peut le voir là, On voit à l'écran. qui a créé un canal sur une chaîne sur WhatsApp. Je vois qu'ils ont 94 followers. Ok. Ah ouais. Alors ils l'ont pas mis à jour depuis un moment pour le coup, mais il me semblait que Spirit Business, il y avait peut-être un truc un peu comme ça. Et en fait, bah quand tu vois que même des grosses machines, enfin c'est pas évident en fait. Parce qu'en fait, finalement, sur un canal WhatsApp, tu n'as même pas besoin forcément du numéro des gens. Il suffirait que je crée D'ailleurs, j'ai un canal Distil News sur WhatsApp. C'est juste que je ne l'ai jamais poussé parce que je n'ai pas l'intention de m'en occuper. Mais en gros, je pourrais dire aux gens, abonnez-vous au canal sur WhatsApp, mais sans que je n'ai jamais leur numéro de téléphone. Mais du coup, je n'ai pas le contrôle de cette audience. Okay. Et puis après, c'est d'autres logiques, je pense. Et puis il y a peut-être des problématiques un peu plus chaudes, RGPD, spam... Enfin, le téléphone, c'est quand même... Enfin, moi, je sais que j'aime pas recevoir des SMS. Ouais, professionnel ou B2C. Ouais. Ouais. Ah non, mais Donc, pareil, et tu te dis, bah, WhatsApp, c'est peut-être les groupes famille, les groupes potes, t'as pas envie d'être emmerdé par des news ou des flux ou des... Ouais. Ça fait... Enfin, WhatsApp, je trouve que ça fait sens, tu vois, c'est comme les canaux sur Instagram, mais choper les numéros, ouais, je pense que c'est quand même, pour le coup, oui, pour répondre à la question, c'est intrusif. Et je sais que j'aime pas moi, alors peut-être dans la même logique que je mets pas, il n'y a pas de pop-up sur distilnews.fr. Pour les mêmes raisons, je ne veux pas spammer les gens sur leur SMS, quoi. C'est bien, tu as une éthique. Alors du coup, à quel moment t'as senti que Distil News, Bar News, c'était plus juste un média, mais vraiment une grosse plateforme d'influence qui est capable de porter d'autres initiatives comme les French Bar Awards? Alors déjà, en toute modestie, je ne sais pas si c'est vraiment une grosse plateforme d'influence ou quoi. Mais tout le monde connaît ta newsletter quand même dans le secteur. Je sais pas, non, je croise des gens qui connaissent pas forcément. Ouais. C'est vrai que je suis biaisé. Après, je pense qu'il y a des fois il y a un effet de halo et tu crois que les gens te connaissent, ils te connaissent pas. Donc là-dessus, je suis plutôt modeste et je ne sais pas, tiens. Je sais pas, peut-être des exemples concrets, c'est plus par rapport à des sponsors où tu fais des trucs et la personne qui a sponsorisé va te dire ah oui, bah j'ai chopé un lead, j'ai chopé un client, j'ai chopé ou dernièrement, tu vois, j'ai fait des trucs sponsorisés pour des événements et où là, clairement, on m'a dit ah tiens, bah quand t'as publié, j'ai eu un pic de gens qui sont venus au truc ce jour-là. Ou des gens, quand je suis allé sur un événement, qui m'ont dit ah merci, c'est grâce à toi que je suis là, que je suis au courant qu'il y avait ce truc-là parce que t'en as parlé, tu vois. Donc, ou des clients qui vont des retours plus directs où tu te dis ah tiens, effectivement c'est cool, on fait payer les gens, il y a un ROI, tu vois, c'est le b.a.-ba. C'est marrant, ça beaucoup de gens te le disent et même te le disent en off parce qu'on a fait le salon ensemble et j'ai bien vu que tout le monde kiffait ce que tu faisais, le salon à Whisky Live. Et par contre, tu le mets pas sur ton site. Il y a aucune section social proof, ce qu'ils en disent, etc. Témoignages. Pourquoi c'est un choix je pense qu'il y a une limitation technique où malgré que je maîtrise mon site, je peux pas non plus le customiser aussi bien que toi tu customiserais tes sites avec WordPress. Il y a quand même un truc où là, je t'avoue, j'ai pas plus creusé que ça et c'est un peu plus problématique d'aller bidouiller un template et tout pour aller mettre ça. Donc, je pense qu'il y a cette limitation-là. Et après, parce que j'ai peut-être pas non plus fait
assez de travail pour aller collecter ce genre de feedback, tu vois. J'en ai, je le sais, mais j'ai pas je l'ai pas organisé, tu vois. Ok. Donc, mais effectivement, après sur mon kit média, c'est quelque chose que je devrais mettre sans avoir à rien bidouiller, enfin juste de l'écrire, oui. Qu'on a travaillé avec un tel. Mais après, je mets pas mal d'exemples de réalisation, mais effectivement, il y a le côté résultat que je devrais plus mettre en avant. Ouais. Ouais, je pense que tu as une marge d'optimisation qui pourrait encore plus développer le média. Mais bon, de toute façon, tu es là pour grossir aussi, donc c'est normal que tout ne soit pas fait d'un coup. Avant de passer un peu plus en détail sur les French Bar Awards, je voulais ouvrir un petit volet SEO et GEO. Donc pour rappel, Ouais. SEO, Search Engine Optimization, et GEO, Generative Engine Optimization. Donc en gros, c'est le référencement naturel de votre site ou de votre marque sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, etc. ou sur les LLM comme ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont crawler votre contenu et qui vont vous positionner par rapport à votre concurrence ou par rapport à ce qu'il estime être pertinent selon la requête d'un utilisateur. Et du coup, en gros, moi, ce que je voulais voir vis-à-vis de toi et ton média, c'est que avec Distill News, tu as des actus dans tous les sens. Tes contenus, ils sont partout sur le web. Ils sont repris par les LLM aussi. Et je voulais voir un petit peu, peut-être même en direct, montrer sur l'écran pour ceux qui nous regardent en vidéo, un petit peu les résultats des différents LLM pour comprendre un petit peu comment ils pourraient utiliser ces données pour sourcer ces réponses. Donc là, je partage l'écran et on se retrouve sur le ChatGPT pour le coup. Donc l'idée, c'est de voir un peu est-ce que ça impacte ta visibilité. Donc tu nous as dit tout à l'heure, ça représente 1% de tes réponses, enfin de tes visites. Mais quand même, moi je voulais faire le petit test. Donc en gros, j'ai tapé sur ChatGPT quels sont les médias de référence sur les spiritueux en France. Donc en gros, il m'en a cité 5. Dans le lot, il y a Rayon Boisson, avec une source qui donne sur Wikipédia. Donc c'est sûr, si vous pouvez avoir une page Wikipédia, c'est le Graal pour les LLM. Ça, c'est clair. Mais Wikipédia, c'est Ça fait hyper dur. autorité, quoi. Ouais, il y a une grosse autorité, mais c'est hyper dur d'y rentrer, d'y être autorisé. Il faut des sources, il faut avoir une maison familiale, il faut avoir des grosses données, Bon, etc. faut que des gens la créent. Il faut que des gens la Qu'elle créent. soit Et créer la page de Distill News. voilà. Oui, c'est vrai que si c'est pas l'auteur qui crée sa propre page, là c'est encore mieux. Donc allez-y. Créez Super Potion aussi, ceux qui nous écoutent. Du coup, en deuxième, tu avais Whisky Magazine et Fine Spirits. Troisième, tu avais Kevis Co. Après Terre de Vin. Et puis Distill News en cinquième. Donc voilà. Donc sur cette recherche, tu faisais du partie beau des monde. 5. Ouais. Et souvent, ceux qui sortent aussi en premier, c'est ceux qui ont pas des Du papier. magazines digitaux, mais du papier, quoi. Vraiment, Ouais. qui sont là depuis longtemps, des magazines, quoi. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'en gros, il y a les sources dans ChatGPT et qu'il sort 5 références, mais par contre, il a sourcé, je sais pas, combien c'est marqué là des citations et énormément de pages, mais des pages sur Spiritueux France, sur spiritueux.fr, sur des sites de distillerie, sur Whisky Mag. Donc en fait, c'est assez fou de se dire que il y a plein de sources qui ne proviennent pas Cité, de ces magazines qui sont cités aussi. Et ensuite, j'ai demandé site 10 actus spiritueux en octobre 2025. Et là, je me retrouve avec plein d'actus. Et pour le coup, dans toutes ces actus, sur les 10 cités, t'apparais 6 fois dedans. ben, Donc il y a du Nisty News, il y a France Quintessence, il y a la revue du vin. Merci voilà. ChatGPT. Ouais. Il y a Vitisphère. Et puis après, on peut voir, maintenant, il met les vignettes. il met les vignettes. Donc bon, de plus en plus, ça va devenir un moteur de recherche. Ils ont sorti aussi Atlas, qui est le Perplexity d'OpenAI. Ils vont avoir le côté shopping aussi, qui est déjà en phase, je crois, aux États-Unis, avec un partenariat avec Shopify, etc. Donc en gros, il y a plein de choses. Et tu vois, quand on retourne aussi dans les sources,
Donc ce qui est bien de se dire, c'est qu'en gros, si vous tapez votre marque, qu'elle n'y est pas et qu'il y a potentiellement de la concurrence, allez regarder les sources qui citent et essayez d'être présent dans ces sources-là, d'appeler les gens qui gèrent ces sites web et de leur proposer des articles invités, ce genre de choses, ou un lien vers votre site, mais que ce soit quand même bien fait. Parce qu'au final, s'ils sourcent ce genre de page, il faut être présent dans ce genre de page, quoi, tout simplement. Donc en gros, voilà, dans les citations là, des 10 dernières actus spiritueux en octobre, on revoit les mêmes sites au final qu'on a vus. Il y a peut-être le Parisien en plus et les Échos. Non, c'est pas les Échos, c'est l'Écho républicain, c'est encore autre chose. T'as TF1 et tout. Mais c'est cool hein, en termes d'autorité. Voilà, clairement, ça amène pas de trafic, mais en termes d'autorité, c'est plutôt flatteur. Ouais, mais pour l'instant, moi je pense qu'au bout d'un moment, les navigateurs vont être transformés. Donc, moi là-dessus, de toute façon, j'ai un avis assez simple. C'est que en tant que média, je pense que clairement, être cité par ChatGPT, ça ne m'apporte rien. C'est pas un bon point pour moi. En revanche, vu que je vends à des clients de l'exposition via mon média, c'est un argument très puissant pour dire à des annonceurs, ok, non seulement ça va être quand DC News va vous mettre à la une ou va faire un mailing dédié ou quoi, non seulement on va le pousser évidemment à tous nos lecteurs, et ça c'est l'exposition première que je vends, mais c'est aussi très cool de se dire, et en plus potentiellement, quand quelqu'un va taper votre marque dans ChatGPT, dans Perplexity, dans Claude, peu importe, et peut-être ça va popper, votre marque va popper, parce qu'il y a eu une mention dans Distill News ou dans Bar News. Ah mais ça c'est fort probable. Et finalement, ça veut dire que quand bien même les médias perdraient du trafic à cause des chatbots, qui clairement doivent flinguer le enfin je sais pas, genre tu prépares un voyage, je pense que les blogs de voyage et compagnie, ils se font détruire, tu vois, par mais parce que eux, leur produit, c'est leur média. Alors que moi, si je tourne un peu le truc et je dis mon produit, c'est pas mon média, mon produit, c'est l'exposition que mon média offre. Et donc, en tant qu'annonceur, si je parle de toi, potentiellement, tu vas popper dans un chat GPT ou quoi. Et la finalité, c'est que tu es là, tu existes dans chat GPT. Et en fait, on s'en fout que quelqu'un le lise sur Distill News ou ailleurs. Donc en fait, l'annonceur a gagné sur tous les plans. Et on en revient à ce côté Media First Agency, quoi, pour le coup. Voilà. Et moi, en tant que média, certes, peut-être que moins de gens vont aller sur le site, mais tel que je te le présente, c'est pas grave pour moi, tu vois. Et si on reprend, au final, j'ai fait le test aussi sur les deux autres. Sur Claude, par exemple, quels sont les médias de référence sur les spiritueux en France? Et pour le coup, tu vois, t'apparaissais pas sur Claude à la première recherche, parce que la première recherche, elle était basée uniquement sur son propre entraînement. Claude n'est pas allé sur Internet pour me sortir la réponse. Je lui ai fait exactement la même requête une deuxième fois. Et là, c'est marqué en dessous, envisageant une recherche web pour affiner les informations. Donc là, voilà, il fait sa petite recherche sur le web. Et là, t'apparais en premier, pour le coup. Mais tu vois, tu es bien référencé en tant que newsletter et podcast quotidien couvrant l'actualité des spiritueux. Ce qui est le cas, c'est comme ça aussi que tu te présentes. Donc tu arrives un peu sur les médias digitaux. Puis après, on a Rayon Boisson, VS News, Terre de Vin, etc. Et pour finir sur Perplexity, j'ai demandé la même chose. Et pour le coup... Je pense que c'est quand même fondamental ce côté recherche web, parce que par défaut, ce qui t'a sorti, il y a quelques trucs, j'ai l'impression que c'est pas des médias, à vrai dire, ou c'est pas des sites actifs, ou tu vois. Ouais. Je sais pas, le monde du whisky, ça a l'air visiblement un blog, encyclopédie, je t'avoue, bon, ça fait pas partie de mes lectures. Vigneron, je t'avoue, je connais pas, mais... Et des fois, certaines fois, il est assez nul en URL aussi.
Donc Ils te font c'est sortir sur des URL qui n'existent pas. Tant bien que mal, moi, quand j'apparaissais sur Claude ou ChatGPT, il me sortait que le nom de mon site, c'était studioblacksounds.com, ouais. alors que c'est Ah oui, blacksoundsdesign.com. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi acheté tu l'as studioblacksounds.com acheté, ouais. et j'ai redirigé les sites histoire de profiter un peu que, même s'ils foirent mon URL, profiter que les gens tombent quand même sur le site en espérant qu'il fasse mieux son travail les prochaines fois. Mais, Ouais. et du coup, pour finir sur ça, sur Perplexity, pour le coup, lui, il a bien dissocié. Alors, Perplexity, c'est un peu le meilleur navigateur, on va dire, en ce moment. Perplexity fait Comet, qui est le navigateur IA. Mais Perplexity, c'est un LLM qui est basé sur la recherche, les incitations de recherche, et qui est très performant. Et pour le coup, lui, il a bien scindé les choses. Il a bien vu qu'en gros, il y a la presse et magazines spécialisés, dans lequel il y a Revue du vin, Terre de vin, Whisky Mag, Bar Mag, Cocktail de luxe, Cuisine et vin de France. Et il y a une partie newsletter et médias digitaux dans lequel on a Distill News et tout. Alors VS News, je crois qu'ils sont aussi en magazine physique pour le coup. Oui. Mais bon, tu vois, Il y a toi, t'es Bar News aussi. bien. T'as Bar News aussi en 3e. Et Bar News, ouais. Oui, Merci. bravo. Merci Bottle. C'est parce qu'il y a Bottle qui a fait un article genre les newsletters à lire Ouais. dans le truc, voilà, les 10 newsletters. Et ils ont eu la gentillesse de me citer. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, je vais aller demander à Bottle s'ils peuvent me rajouter. Et peut-être que du coup, je ferai partie de ChatGPT s'ils acceptent, tu vois. Mais en tout cas, voilà un petit peu les stratégies que vous pourriez adopter en tant que marque, voilà, ou consultant, ou entrepreneur, enfin, que sais-je. Donc voilà, et puis pareil, cite-moi les 10 actus d'octobre en spiritueux. Et là, il me sortait pas mal de destinations cocktail. Distill News, il me le sort quand même. Il me sort 2 fois, tu vois. Black Sounds Design. Je suis Mais dans l'explosion des cocktails RTD. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant sur ces LLM, c'est qu'ils ont un côté plus agnostique, j'ai l'impression, dans leur méthodologie de recherche. Parce que typiquement, si tu demandes des actualités à Google, je suis convaincu que Distill News n'apparaîtra pas. Parce que Distill News n'est pas écrit pour être référencé par Google. Tu vois, c'est que des petites brèves et tout qui succèdent. C'est pas du tout Google friendly en fait. Là où je suis je t'avoue, j'ai pas forcément fait le test, mais du coup, je suis très content de voir que aussi bien OpenAI que Perplexity, eux, ils référencent des trucs qui sont pertinents, pas parce qu'ils ont été écrits pour un bot Google, tu vois. Enfin, il y a un côté plus organique, plus intelligent. Il va sortir des citations, des sources, etc. Donc, il va être focus peut-être plus sur des vraies choses que sur du hack SEO. Parce que mes news, là, je te garantis qu'elles ne sont pas référencées dans Google. Tu vois, Google, ça n'intéresse pas. Tu vois, Moi, j'en vois souvent popper Ah ouais. quand je fais des recherches. Ah ouais. Et tu arrives Oui, sur des news. Oui, mais je parle. Par exemple, Google va référencer des communiqués de presse que je relais parce que c'est une actu, c'est straightforward. Quoi. C'est machin annoncer un truc. Tu vois, c'est très clair. Mais mes newsletters en soi, c'est pas Google friendly. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, c'est ultra LLM friendly parce que c'est du snacking content et du coup, il va aller piocher dans tes news qui sont elles-mêmes sourcées. Donc du coup, il va bien aimer ça. Et du coup, ouais. En fait, t'as le meilleur des deux mondes au final avec ton site média. On en revient au Media First Agency, quoi. Donc voilà. Maintenant, on peut passer peut-être un peu plus sur le côté French Bar Awards et que tu nous expliques un petit peu plus ce concept que tu as voulu développer. Vas-y, je te laisse un petit peu carte blanche sur ce sujet. Merci. Ça, c'est une idée que j'ai mûrie notamment pas mal depuis cet été, avec l'idée de réaliser qu'il y a pas mal j'ai le sentiment de frustration ou de
d'insatisfaction de ce que peuvent donner certaines listes des meilleurs bars du monde et tout, qui sont assez réduites et où finalement, si on prend le cas de la France, la France se résumerait à 3 bars à Paris, quoi. Là où en réalité, il y a quand même, et quand je fais des événements ou quelques voyages, tu réalises qu'il y a vraiment des gens qui bossent super bien, qui peuvent être partout en France. Évidemment pas qu'à Paris. Quand tu te déplaces un peu en région, tu peux découvrir des bars très sympas qui bossent très bien. Et finalement, pourquoi je sais pas, pourquoi les Britanniques, ils auraient des bars listés qui sont à Manchester, à Édimbourg, enfin tu vois. Je pense que moi-même, j'ai souvent été frustré de me dire, putain, mais il y a ce mec-là, ou cette nana-là, bosse super bien, et en fait, le plus de gens devraient le savoir. Et un peu tout ça mis bout à bout, je me suis dit, en fait, est-ce que ça serait pas super pertinent, vu que ça n'existe pas aujourd'hui, de créer un classement des meilleurs bars français, et quitte à faire ça, de développer une méthodologie qui soit propre à nous, qui soit pas forcément celle qu'on voit sur des classements internationaux. Et voilà. Et donc tout ça a mûri, et puis je me suis dit, tiens, on va lancer ça à la rentrée, c'est parfait, avec une ambition de faire le premier classement en 2026. Okay. Donc ouais, c'est assez efficace, on va dire. Entre ta pensée et ton lancement, toi, oui. T'es pas dans la dentelle, t'es dans l'action, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce genre de truc, c'est que t'es réactif. Tu dois pas convaincre un boss qui doit convaincre son boss, qui doit machin pour lancer des choses, quoi. Clairement. Et puis je pense que le timing est bon. Il faut savoir que tous les classements internationaux, les principaux, que ce soit les 50 Best Bars, le Top 500 Bars, c'est des classements qui sont annoncés au mois d'octobre. Octobre ou novembre. Et je me suis dit, mais tiens, nous, on pourrait faire quelque chose dès le mois de mai, par exemple, avant, qui du coup donnerait un peu un signal, même pour les votants, parce que les votes, c'est au début de l'été ou fin printemps aussi pour les gros classements, de donner un peu un signal. Les gars, nous, on a listé ces bars-là en France, qui ne sont pas forcément ceux auxquels vous avez pensé, vous qui voyagez beaucoup, qui êtes à l'international. Aussi pour des joueurs internationaux qui viennent en France, spontanément, ils vont évidemment à Paris. Et ils vont à Paris, qui plus est, dans peut-être les 3-4 adresses qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils aillent. Et là, c'est de dire, non, en fait, il existe autre chose. Et surtout, au-delà de ça, je pense qu'un de mes gros travaux, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, quand tu prends un top 500 bars, il y a une logique algorithmique qui est un peu dont on devine certains aspects, certains aspects sont communiqués, tu vois, sur les notes, sur Google, sur TripAdvisor, je ne sais pas, sur Yelp, sur des retombées médias. Il y a des choses très pratiques comme ça qui sont prises en compte dans un top 500 bars, ce qui est intéressant. Tu as le 50 Best qui, lui, est plus sur un côté plus collégial, où il y a des référents nationaux qui choisissent quelques votants dans leur région, dans leur pays en l'occurrence, pour voter pour les 50 Best. Et finalement, là, on est dans une autre logique où c'est entre les mains de quelques-uns que se jouent les choses. Et peut-être parfois avec des critiques plus ou moins justifiées, où finalement les votants sont anonymes, donc on n'a pas vraiment de contrôle. Il n'y a pas le côté open source, quoi, de savoir comment tout ça mouline et tout. Et des fois des résultats qui peut-être, enfin même à coup sûr, ne satisfont pas certaines personnes. Et donc là, ma logique, c'est de développer aussi un truc sur un côté open source, où on va dire exactement qui sont les votants, combien ils sont, d'où ils viennent, et surtout tout le monde peut voter, c'est ça qui est important, tout le monde chez les professionnels. Ce qui en fait, je crois beaucoup que en fait l'intelligence collective va nous faire apparaître des choses
que les autres méthodologies ne font pas apparaître. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce petit challenge et d'aller peut-être titiller les autres classements en leur montrant une autre voie, une autre méthodo, et puis peut-être quelque chose qui, je n'ai aucun doute, ne fera jamais consensus, parce que c'est impossible, mais au moins a l'ambition de satisfaire le plus grand nombre. Et du coup, ça veut dire que tu pars d'un process que tu pourrais voir avec Chris, au final, ton collègue de Distillcast, qui travaille dans le bar et qui pourrait avoir sa vision. À quel point, en gros, tu vas inclure le votant dans son feedback? Est-ce que tu vas leur proposer de te proposer certains aspects, certains process, certaines méthodologies? Comment tu vas relever justement peut-être ces nouveaux filtres qui n'existeraient pas dans d'autres concours et pour toi les mettre en exergue, parce que peut-être que c'est ça au final, tu changes de paradigme et tu prends des insights qui n'existent pas chez les autres, et du coup ça devient peut-être pour toi tes facteurs clés de scoring ou Alors, moi j'ai un parti pris là, en tout cas pour cette année, très très ouvert. Tout professionnel peut s'inscrire, basé sur globalement la confiance, avec l'idée que je pars du postulat que ça ne sera pas parfait la première année, et que c'est en faisant qu'on va découvrir peut-être des éventuelles failles qu'il pourrait y avoir, découvrir comment les gens pourraient manipuler les choses ou quoi. Après, moi, j'ai beaucoup d'idées là-dessus et comment contourner, comment bloquer ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, le parti pris, c'est que ce soit le plus ouvert possible. Parti pris, ça, où je pense que je ne changerai pas, c'est le côté que les critères, c'est qu'il n'y a pas de critères. Si ce n'est que les bars qui vont être listés sont des bars qui proposent des cocktails et qui le font sur place, quoi. Mais l'idée, c'est que toi, en tant que professionnel de l'industrie, tu puisses voter pour, peut-être, toi, tu es à Lyon, tu connais des petites pépites à Lyon, tu as envie de voter pour elles, mais aussi peut-être te forcer à voter pour des bars qui sont en dehors de ton département pour un peu ouvrir et éviter un côté purement, un biais purement régional ou quoi. Un peu comme on fait à l'Eurovision, tu vois, où tu peux pas voter pour ton pays, par exemple. Mais là c'est sûr que ça, c'est déjà, si tout le monde, si moi par exemple je peux voter, moi je me sens pas à 100% légitime de ce que je peux attendre d'un cocktail parfait ou quoi. Alors peut-être un peu quand même, mais tu vois, j'ai pas testé en gros tous les bars de France ni de Lyon, j'en suis très loin. Donc, bien sûr, mais en tant que quelqu'un qui baigne dans ce milieu, tu as quand même potentiellement une sensibilité, une certaine sensibilité qui va te faire voir des choses que d'autres ne voient pas. Et après, l'idée, c'est que finalement, c'est assez intime. Est-ce qu'un bar est bon ou pas? Enfin, je veux bien qu'il y ait des critères parfaitement objectifs sur est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Enfin, tu vois, on pourrait disserter là-dessus, mais après, je suis convaincu que au bout du bout, il y a des bars qui peuvent faire des drinks, on va dire moyens, mais où l'ambiance, le service, tout un tas de choses font qu'en fait, tu en sors, tu as une expérience inoubliable. Et à côté, tu peux avoir des bars qui vont être ultra précis. Les cocktails sont parfaits, mais par contre, il n'y a pas ce petit truc en plus. Il n'y a pas l'ambiance qui fait que ça t'a fait kiffer plus que ça. Peut-être que le service n'est pas à la hauteur de tes attentes. Et en fait, on aura beau te servir le meilleur cocktail, peut-être qu'à la fin, subjectivement, tu vas dire c'est l'autre bar qui en fait m'a le plus plu. Et c'est ça aussi que j'ai envie de valoriser. Okay. C'est que finalement, il y a un côté assez subjectif, et je pense que c'est important de l'intégrer ça de base, et qu'il n'y ait pas de critères. Ok, est-ce que tu vois, tu as une checklist et c'est un bon bar, tu vois. Ouais, finalement, tes votants, là, c'est un peu ton focus group à toi pour tester, valider, co-créer. J'aime bien ce côté co-création qu'on voit de plus en plus au final. Ouais.
Et puis après, tu vois, je parle d'intelligence collective, c'est aussi l'idée que plus il y aura de votants, plus les biais individuels vont s'effacer. Et je suis convaincu qu'à un certain niveau, je sais pas, peut-être si on réunit 1000 personnes dans toute la France, il y a des choses, des vérités qui vont se dégager, tu vois, qui n'auront plus rien à voir avec ok, toi t'es à Lyon et puis il y a le bar en bas de chez toi qui est tes potes avec lui, il te file des glaçons de temps en temps et puis et t'as voté pour lui, tu vois que ça peut-être ça passera individuellement, mais noyé au milieu de 1000 votants, tu vois, ça vaut plus rien. Donc, Et concrètement, comment ça va se dérouler et comment je vais voter? Enfin, comment on s'y prend de manière vraiment pratique? donc aujourd'hui, c'est très simple et c'est tout mon focus, c'est que les gens en fait s'inscrivent pour faire partie du panel de votants. Donc vous allez sur frenchbarawards.com. Première chose que vous voyez, c'est un formulaire. Donc vous êtes un professionnel de l'industrie, que ce soit cocktail ou spiritueux de manière générale. Hein, c'est pas un truc pour les bartenders, hein, si je dois clarifier. Ok. Si vous travaillez vous êtes producteur de spiritueux, vous bossez chez une marque, chez un grand groupe de spi, vous pouvez, enfin, tu vois, toi je t'inclus dedans, Ludovic, tu bosses avec des marques de spi, enfin, t'es familier avec ce domaine, tu peux voter, quoi. Donc il y a juste à vous inscrire. Ce qui va se passer ensuite, c'est que on ouvrira en début d'année prochaine les votes. Et donc là, en fait, il y aura un mailing à tout ce panel pour lui dire allez, vous pouvez aller voter. Et donc là, vous aurez simplement un formulaire où vous pourrez voter pour 1, 2, 3, 4, 5 bars. Là, je n'ai pas le détail exact de comment on va tourner les choses, mais tu vois, tel que je pourrais l'imaginer aujourd'hui, c'est que peut-être tu vas voter pour tes 5 bars, avec peut-être l'obligation que sur les 5 bars, il y en ait 2 qui ne soient pas dans ton département. Et après, tu n'es pas non plus obligé pour voter pour 5. Tu vois, si tu estimes qu'il n'y en a que 3 qui étaient cool dans tout ce que tu as fait dans l'année, tu votes que pour 3. Mais un truc dans le genre. Et après, on va voter sur des choses un peu plus annexes aussi, pour valoriser des bartenders, pour valoriser d'autres choses liées au bar. Donc l'idée à la fin, ça sera d'avoir un classement des bars, évidemment, mais aussi des prix un peu plus précis, sur des points précis. Mais en gros, voilà, c'est ultra simple et il n'y aura pas de liste de bars, par exemple. Donc, c'est-à-dire que littéralement, tu peux voter pour le bar que tu veux dès lors que, voilà, il fait des cocktails, tout va bien. Okay. Donc, mais du coup, il va y avoir. Donc, c'est très simple à la participation, mais il va y avoir une sorte d'algorithme que tu vas devoir créer avec un poids suivant tel ou tel paramètre, etc. Enfin, voilà, c'est ça le travail qui va être très complexe, je pense, à faire. C'est ce travail en interne de quoi filtrer. Ouais, qu'est-ce qui a tel poids pour arriver à un scoring à la fin pour te donner. Les meilleurs bars. Bon, déjà, un truc tout bête, mais quand tu vas voter, mettons que tu votes pour 5 bars, l'ordre dans lequel tu les listes aura une importance. Donc déjà, ça va pouvoir faire des coefficients. Tu vois, si le bar que tu as mis en premier aura un coef plus gros que le bar que tu auras mis en 5e. Tu vas pouvoir affiner les choses comme ça. Ensuite, moi, je vais développer des choses pour m'assurer que, notamment, il n'y ait pas des gens qui votent 2 fois, pour qu'il n'y ait pas je sais pas, d'usurpation d'identité ou je sais pas, des trolls possibles. Enfin, tu vois, j'imagine plein de scénarios ou quoi. Tu vas développer avec Replit ouais. Peut-être avec les Replit, je verrai, avec Claude Code. On va voir, mais pour traiter de la data, ça, je m'inquiète pas trop. Il y aura quoi ? Créer des trucs tout simplement aussi, peut-être pour avoir un double check sur le fait que, tu vois, tu peux imaginer des systèmes où on va agréger de la data de Google My Business, de TripAdvisor, de choses comme ça, pour peut-être identifier des éventuelles anomalies. Tu vois, genre un truc
où tout le monde sur Google dit que c'est éclaté. Tout le monde te dit que c'est éclaté sur Google, et puis je sais pas, t'as une vague de votants dans le truc. Et ben peut-être flaguer des trucs comme ça pour aller vérifier de manière humaine, on va dire. Est-ce que, enfin, où est le le problème, quoi. Voilà, je pense à plein de choses comme ça qui vont pouvoir. Et aussi après une partie humaine, évidemment, où j'ai dans l'idée que dans le panel des votants, on est des référents régionaux qui auront la connaissance terrain plus pointue que moi je pourrais l'avoir, ou peut-être que Chris l'aurait selon certains endroits, ou peut-être même s'il voit énormément de lieux, il ne peut pas tout voir non plus, pour qu'on ait aussi des avis pour un peu s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie en fait. Mais voilà, je t'avoue, aujourd'hui ma priorité c'est quand même de réunir le plus gros panel possible. Et là, en tâche de fond, je suis dans toutes ces réflexions de comment les gens pourraient tricher, quelle parade on peut trouver là-dessus. J'ai quelques remontées aussi de gens qui me demandent, tiens, est-ce qu'il y a pas, je sais pas, est-ce qu'il peut pas y avoir un biais régional justement sur certains trucs, genre tous les gens, je sais pas, en Gironde, ils votent que entre eux, quoi. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Et trouver un peu des parades comme ça pour que, comme je te le disais, par exemple, que tu ne puisses pas voter pour plus de X bars dans ton département, ça peut être des moyens d'ouvrir un peu ce champ. Mais voilà, après je pense que plus on aura le panel le plus large possible, plus tous les biais, toutes les tentatives de manipulation pourront être contrées naturellement. Ok. Et en gros, comment toi, vu que c'est ton produit au final pour moi par rapport à ton média, ça reste un nouveau produit, qu'est-ce qui peut te rapporter? Comment tu peux, toi, te faire de l'argent sur sur ce nouveau département? Et à quel point tu vas le relayer dans tes médias? Clairement, aujourd'hui, c'est un outil qui renforce l'écosystème, qui, d'une part, est plus crédible parce qu'il y a Bar News derrière et Distill News qui sont là au quotidien depuis des années. Et en gros, on n'est pas là pour faire un coup, tu vois. Il y a vraiment une démarche. Enfin, tu vois, il y a un manifeste sur le truc. C'est pas des paroles en l'air. C'est vraiment l'idée de créer de l'émulation dans la communauté bar et tout. Enfin, de créer des ponts, de faire rayonner des lieux et des personnes qui n'ont pas l'écho qu'ils méritent. Et donc ça renforce l'écosystème, et l'écosystème se renforce par ce biais-là. Et après, d'un point de vue purement business, on va dire, un événement, s'il est légitime et qu'il parle à un max de gens, des annonceurs pourront être intéressés de s'y associer, d'être présentes parce que ça correspond à leur cible aussi. Moi, ça peut renforcer l'offre que j'ai déjà sur DC News ou sur Bar News. Enfin, tu vois, tout ça communique en fait. Donc, mais voilà, mais le plan, clairement, aujourd'hui, c'est même pas. Enfin, tu vois, moi, je le crée avec l'idée qu'il peut y avoir aucun sponsor. On va le mener à bien, ce truc, et enfin voilà, il y a je sais pas s'il y a un côté plus mission derrière, tu vois. Même si j'ai aucun doute que ça a un intérêt, ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour des annonceurs, mais c'est pas bloquant. Donc je le développe comme j'ai développé d'autres choses, et puis on verra. Et puis comme je te disais, moi je pars du postulat que de toute façon la première année, j'ai conscience qu'il y a peut-être des gens qui ont des doutes encore aujourd'hui. Il va falloir faire le premier pour convaincre tout le monde en fait. Ouais, carrément, dans tous les cas, il faut bien commencer quelque part. Mais du coup, oui, ce nouveau projet vient se greffer à ton écosystème, qui le rend encore plus fort, qui peut du coup te faire de nouveaux annonceurs,
de nouvelles souscriptions, etc. Donc c'est un bras articulé qui se rajoute à ton écosystème. Et peut-être pour finir, si un auditeur, une auditrice de Superposition veut appliquer ce modèle de Media First dans le vin, la bière, la boisson, les spiritueux, n'importe, est-ce que toi, tu aurais des étapes clés à conseiller pour lancer son propre média avant de penser vendre des services ou des projets? Idées, étapes, conseils, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? De ne pas avoir trop d'ego sur les datas. Je pense que la clé, c'est juste de lancer le truc, c'est d'être constant. Je pense que c'est le plus important parce qu'après, on voit beaucoup de choses qui se lancent et puis en fait, tu vois que ça s'éteint au bout de 2 semaines, alors que ça pouvait être intéressant. Mais je pense que c'est de faire le premier pas, tu t'en fous en fait. Enfin, moi, je crois beaucoup aux itérations, tu vois. Tu lances un truc, tu vois ce qui marche pas, t'améliores. Tu te soucies pas trop de comment on dit? D'être parfait? Ouais, ou tu te soucies pas trop, est-ce que c'est vu ou pas? Faut, je pense, simplement le faire parce que t'apprécies le faire ou parce que enfin, en gros, t'as une motivation autre que juste d'avoir des abonnés ou je sais pas, tu vois. Ouais, et puis que ça reste une passion quelque part, enfin, au final, que Ouais, ça te et motive ou que tu te réveilles le matin à vouloir avoir la niaque, quoi. ouais. Parce que c'est sûr que des podcasts de 5 épisodes et basta, il n'y a que de ça sur Mais même, Internet. ouais, mais d'ailleurs, je sais plus la stat, mais il y a des stats monstrueuses de podcasts qui n'ont pas passé le 2e épisode, je pense. C'est des trucs de fou. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, maintenant, je suis plutôt très d'une nature un peu sceptique, parce que souvent, on me contacte sur des nouveaux projets et tout. Et avant, j'étais un peu le premier à ok, ouais, je vais relayer le truc et tout. Maintenant, je suis une nature plus sceptique parce que le nombre de fois où j'ai vu des trucs en fait n'ont pas duré derrière, quoi. Et en fait, c'est la constance et typiquement là, tu vois, le French Bar Awards, moi l'idée là, c'est peu importe est-ce qu'on chope des sponsors aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de financer par exemple une cérémonie. Ce qui est quand même le but à la fin, c'est qu'en fait on le fasse quoi qu'il en soit. Parce que ça, je suis convaincu de la valeur intrinsèque que ça a. Et au moins j'aurais pas de... Enfin tu vois, je vais pas me décourager parce que peut-être on n'a pas d'annonceur la première année, quoi. Et puis voilà. Enfin, je pense aujourd'hui ce qui peut-être impressionne le plus de gens par rapport à Disney News, c'est juste effectivement quand tu vois que c'est la 850e quotidienne qui sort, tu te dis bon a priori et puis il est plutôt fiable, Fred, tu vois. Non, c'est clair, mais c'est ça qui est fou. Ça fait 850 matins qui publie un truc, quoi. Moi, je conseillerais de faire une petite formation, je sais pas, développement, Python, code, un petit truc comme ça d'automatisation, ou même tout simplement d'IA, parce qu'au final, il faut savoir la maîtriser pour le la futur constance. et la constance. Donc, et au final, le fait aussi de recycler ses propres contenus. Je veux dire, tu vois, le cas du podcast, il n'y a pas besoin d'IA, c'est juste... tu le lances et tu le publies et tu reviens la 2e semaine pour faire un autre épisode et ainsi de suite. Et enfin, tu vois, on fait le Distillcast avec Chris. Ça part un peu comme ça. Je sais pas, tu vois, on le lance. Et en fait, assez vite, tu réalises, ah putain, ça fait déjà 20 épisodes qu'on a fait ensemble, tu vois. C'est trop cool. Ouais. Mais sans se poser de questions, quoi. Et je sais pas, enfin, tu vois, Super Potion, je sais pas, t'en as combien? Moi, je crois que sur Distillcast, il y a 70 épisodes en tout. Ouais, moi je crois que je suis à 85, un truc comme ça. Alors ils sont pas tous numérotés parce qu'il y a les hors-séries que je numérote pas, pareil que les vraies conversations, parce que c'est des tendances, etc. Même si c'est des vraies conversations qui sont encore plus précieuses pour les gens. Mais en tout cas, ouais, à peu près 80, 90. Et puis après, tout le reste sans compter Milecto et Bottlefield Show. En tout, ça fait 250, je crois. Je compte plus. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Mais peut-être pour revenir un peu aussi à la base de ta question, c'est
Euh, finalement, je pense que c'est plus légitime si tu crées ton média, avec juste tu rends un service à des gens, tu vois. Ce qui fait que les gens développent une confiance par rapport à toi parce que tu leur files un service. Et quand j'envoie une destinée, je leur vendais rien, tu vois, aux gens. Sauf que derrière, après, ils te font confiance. Donc peut-être que quand tu lances une version quotidienne, les gens, ils ont confiance, donc ils sont plus aptes à s'abonner au truc. Ou si après, tu leur dis, ah tiens, on est sponsorisé par tel événement, allez jeter un œil, ça peut être cool et tout. Pareil, t'es plus crédible. Du coup, enfin, tu vois. Alors que si tu crées le média pour vendre ton service, je pense que tu auras plus de mal à le développer parce que le service n'est pas premier dans le truc, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais tu sais, c'est comme les trucs de e-commerce, tu vois, tu t'abonnes à la newsletter pour avoir les 10% au premier achat, tu vois, mais ça va pas plus loin, quoi. Tu as pris tes 10% et puis je sais pas le taux de personnes qui se désabonnent directement après. Ah, mais c'est clair. Mais pour ça, au final, quelque chose que j'aurais pas du tout pensé, parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts sur leur référencement naturel. Et en fait, peut-être juste demander l'aide d'un SEO pour aider à bâtir quelque chose, ou en tout cas pour avoir un premier œil sur comment construire son média ou sa newsletter ou son site web ou son blog pour que ça puisse au final intéresser les gens. Donc du coup, après, quel article créer pour sa niche, pour que ça convertisse ensuite sur du service, etc. Inclure un SEO dans sa stratégie média digital en premier, ça peut être intéressant. En tout cas, rien que pour du consulting, par exemple. Après, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des trucs, tu te dis finalement, tu peux aussi payer des Facebook Ads, des Google Ads, des pubs Instagram, ça peut être très efficace pour pousser un truc immédiatement. Alors ça, oui, mais pour pousser Mais immédiatement pendant les 6 premiers mois où Google et les LLM vont pas forcément voilà. te voir. Mais c'est effectivement pas très pérenne, forcément. Ouais, ça l'est pas. Enfin, ça va pas te faire ranker mieux sur Google en naturel si tu payes des ads. Enfin bon, après, prenez mes conseils avec beaucoup de pincettes parce que c'est très slow, moi, ce que je fais. Ça prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément le temps. Et en fait, je pense que c'est, par rapport à moi, ce que je fais, c'est qu'il faut que tu aies une motivation moins matérialiste, tu vois, derrière, parce que sinon, j'aurais jamais fait 850 quotidiennes, tu vois, si t'as pas un peu de... Là, toi, c'est le long terme, clairement. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est penser vraiment long terme. Et c'est ce que je fais depuis que je me suis reniché dans la boisson. Et ça fait 5 ans que je travaille d'arrache-pied de manière constante. Et c'est à bout de la 4e, 5e année que ça commence à payer. Donc c'est très long au final. Et au final, c'est pareil pour toi. Et donc ouais, je me dis le long terme, c'est vraiment le long terme et constant. C'est les maîtres mots, je pense, pour réussir Ouais. à avoir de la crédibilité, de l'autorité dans le milieu, etc. Donc ouais. Et puis non, tu dis que tu fais ça lentement, mais toi, ce qui est marrant, c'est que tu mets toutes tes billes dans la productivité, la R&D et le service aux gens. Au final, tout plein de choses où tu dis c'est le truc que je fais en dernier dans une boîte. Et toi, c'est 80 ou 90% de ton temps, c'est à passer à comment je vais faire ça mieux, à de la productivité et à au final donner un service qui n'est pas forcément Après, payant aux gens. si j'ai un peu fait un peu d'introspection, c'est un peu comme quand tu fais un épisode sur la distribution, tu vois. Donc, tout le monde veut créer une marque de spi, veut créer son produit et relègue au second plan la distribution. Alors qu'en fait, c'est la distribution qui est la clé de tout. Parce que si tu as le meilleur produit du monde, mais qu'il n'est pas accessible, ça sert à rien. Ça, on le voit sur les écoutes des épisodes aussi. Hein. Quand ça parle de distribution, t'es sûr que tu vas faire un bon épisode. Bon, ça veut dire que les pros sont conscients de ça. Mais bon, c'est pas très glam du coup.
Moi, je suis, en toute honnêteté, je suis pas un bon commercial et ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, j'ai focus sur effectivement le contenu, la productivité et tout, ce qui est pas forcément à mon avantage, hein, parce que. Mais si vous avez le temps et que vous faites comme moi, ce qui est pas forcément le conseil que je donnerais. Ce qui est cool, c'est que peut-être à un moment, tu arrives à un stade où tu n'as pas besoin de faire le commercial parce que tu as acquis une crédibilité ou un bouche à oreille positif qui fait que les gens viennent spontanément vers toi. Mais c'est pas gagné, quoi. Et franchement, c'est... Enfin bref. Non, c'est pas gagné, et vu le nombre de consultants, d'entrepreneurs qui se lancent, même dans plein de micro-niches, hein, maintenant, même dans la boisson, il y a énormément d'agences, de consultants, etc. Donc comment se départager? Je suis persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut être visible, quoi. Et pour être visible, faut être constant, faut être présent, il faut pas être présent que en physique, faut pas être présent que sur le web. Ouais, c'est du gros taf et ça prend du temps. C'est work in progress. Work in progress, ouais. En permanence, en tout cas. Bon, en tout cas, c'était un épisode fort intéressant. Merci, Fred. Petit call to action là pour tous ceux qui ont suivi l'épisode en entier et qui aimeraient faire une action là tout de suite. Alors, la première action, déjà, c'est de noter Super Potion et d'aller s'abonner au podcast et de mettre 5 étoiles. Et ensuite... Et de liker la vidéo. Et de liker la vidéo et de la commenter. Et ensuite, direct après, on fonce sur distillnews.fr. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous direct et tentez la daily. Et puis ensuite, hop, vous allez sur Bar News et vous faites la même chose. Et surtout sur les frenchbarawards.com pour faire partie des votants. Exactement, frenchbarawards.com, vous pouvez vous inscrire. Il y a juste un petit formulaire à faire. Et le seul critère, c'est soyez un professionnel. Voilà, ça limite un peu. Mais tiens, je vais faire un peu de prosélytisme un peu pour gosse. C'est que tu vois, tu dis d'aller sur Bar News ensuite. En fait, vous n'avez même pas besoin d'aller sur Bar News ensuite parce que quand vous vous abonnez à Disti News, tu as un système de recommandations qui va vous faire popper en un clic pour vous abonner à Bar News et Jigger Daily notamment. Parfait. Directement. Voilà. Et voilà, le petit détail de fin qui tue tout. Merci. Mais ça ramène trop d'abonnés, ça, les recommandations. Ok. Ah bah je vais tester. Voilà. Ça marche. Bon bah merci Fred. À très bientôt. Merci et puis à la prochaine à tous. Allez, ciao. Ciao.